ce webinaire. Donc, pour commencer, d'abord, merci à toutes et à tous pour être ici, pour vous être mobilisés pour un sujet qui nous tient énormément à cœur, qui est la شكرا question... لكم على الحضور حول هذا الموضوع الذي يهمنا. Est-ce que c'est bon pour les interprètes? Oui. Oui, c'est bon? Parce que moi, j'ai de l'interprétation sans en avoir demandé. Oui, exactement, nous aussi. Alors. Le programme est automatique. You should assign us to the booths. Ok. Hop, hop, hop. Cliquez sur nos noms et donnez-nous la main de chaque combinaison linguistique. Est-ce que c'est bon pour vous, si ça aide? Je suis désolée pour ces petits soucis techniques. Voilà, Rita, on te considère comme vous parlez en arabe. Tu vois, le canal sur lequel on enregistre ta voix, c'est en arabe. Est-ce que c'est bon du coup pour les interprètes? Oui. Ça fait? Et vous avez la main, c'est-à-dire qu'on ne va pas... Là, c'est bon? Ok, très bien. On va commencer. J'espère qu'on va réussir à commencer du coup. Donc, je voulais vous remercier pour d'être présents et présentes aujourd'hui, aussi nombreux, sur un sujet qui nous tient à cœur, qui est celui de la question du genre et les nouveaux défis qu'elle pose au niveau de la riposte contre le VIH. Nous avons un programme assez riche. Nous avons déjà beaucoup de minutes de retard. Donc, l'enjeu est vraiment d'essayer de laisser le plus la parole aux personnes présentes qui participent à la prise en compte de cette question du genre dans la riposte au VIH, qu'elle soit institutionnelle de la part de la société civile, mais aussi communautaire. On a vraiment l'occasion aujourd'hui de pouvoir discuter tous ensemble. Et avant de passer avant de passer aux présentations, je vais laisser la parole à Sana Abelabbas pour dire un petit mot au nom de la LCS, puis ensuite à Sophie pour parler au nom de Women for Global Fund. Merci. Hi, Rita. Merci Rita. Have you resolved the interpreting problem? If you can hear me, then the problem is still there. Yeah, I think that the problem is still there. But on avance et puis on va résoudre le problème au fur et à mesure, d'accord? D'accord. Ok. Donc, bonjour, chers amis, chers collègues, chères militantes et militants, les représentantes et les représentants de toutes les organisations qui sont présentes avec nous aujourd'hui. Je vous remercie au nom de la LCS, je vous remercie toutes et tous en vos noms et qualités. Je remercie aussi Women for Global Funds de nous avoir associés à ce projet que nous sommes très contents et très heureux de porter à la LCS. Effectivement, l'approche genre est aussi un principe de fonctionnement, d'organisation au niveau de la SAS. C'est un concept auquel nous donnons beaucoup d'importance et beaucoup de considération lors de la conception de tous nos programmes et de tous nos projets. D'autant plus que, comme on le sait tous, plus de 40% des PVVIH aujourd'hui sont des femmes.
et nous leur accordons beaucoup d'importance dans le projet. Donc, je ne vais pas être assez longue dans ma présentation et faire perdre beaucoup de temps. Et je vous remercie encore une fois et au plaisir d'échanger avec vous autour de ce webinaire. Merci. Sophie, I think that you can speak for about Women for Global Fund now. Hi, I am hearing the English interpretation. Hi, everyone. My name is Sophie Dilmatis, and I'm the Global Coordinator for Women for Global Fund. And thank you so much for joining us twice today. And thank you to the MENA platform, ITPC, for saving us all today. And look, we have 49 people who have taken the time twice, even though we are so late, to be here today to talk about the gender assessment that took place in Morocco. So thank you. Alors, merci encore une fois. Just, thank UNAIDS for supporting this Je work. souhaiterais remercier ALCS for leading the work in Morocco on our behalf. And I also wanted to thank the steering group, the group of women that have been working with Rita to lead this work in Morocco. This is really exciting that we are starting these discussions, and they have already been happening in the country, but that we are bringing more light to the gender assessment to find out what does it actually say, and how can we know what's happened from the recommendations. So thank you so much for joining, and apologies again. شكرا لكم على الحضور والمشاركة. Issues. Thank you, Rita. I give it back to you. شكرا لك ريتا وأعود إليك. Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup, شكرا Sana. صوفي، شكرا سناء. Est-ce que le problème, juste un petit point technique, est-ce que le problème d'interprétation pour l'arabe a été résolu? إذا كنتم تسمعونني فمشكل الترجمة قد حل. شكرا سي سعيد. Oui, شكرا غيتا واضح دابا. Alia, est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît pour résoudre le problème d'interprétation de l'arabe? On va passer, je suis vraiment navrée pour tous ces problèmes techniques. Je voulais me joindre à Sophie aussi pour remercier tout le comité de pilotage du projet. Beaucoup d'entre vous sont là et je vais passer la parole à deux personnes qui sont présentes ici, Hasna Boujli et Dr Amal Ben Moussa, qui vont parler de la vulnérabilité des femmes. Hasna, Amal, à vous la parole. حسنا وأمل إليكم الكلمة. شوف عبد الرحمن اسمعني، واش كتبان لك انت لتحت مكتوبه لك البوتم فيها انجلش ارابيك؟ راه كنسمعوك Hasna, Amal Ben Moussa. Pardon, vérifiez si ça marche maintenant. Est-ce que l'interprétariat en arabe fonctionne maintenant? Allô? Oui, bon. Amal, ça fait. Très bien. Oui, كتسمعوني. شكرا ريتا. حسنا كتسمعينا؟ حسنا معنا دابا كتسمعينا؟ كنسمعكم، نتوما Très كتسمعوني؟ bien.
تا حنا كنسمعوك مزيان شكرا. الوغ بلا ما نطولوا عليكم بويسكو حنا ديجا تعطلنا شي شويه باش نبداو، دونك غادي نبداو فقره التقديمات بحوار غادي نشاركوا فيه انا والاخت حسنه بوجديل. الوغ غنتكلموا فيه على الهشاشه اللي كيعانيو منها النساء في مواجهه الفياش. نعرفكم براسي انا امل بن موسى، مسؤوله على البحث في جمعيه محاربه السيده لايلسيس، ومعايا حسنه. نخليك حسنه تعرفي براسك. السلام عليكم، كيشرفني هذا النهار نكون معكم، نكون مع التشكيلة النسوية الحقوقية النضالية. بوجدي الحسنة، متدخلة ميدانية جمعية محاربة السيدة فرع تطوان. كنعمل على برنامج تقليص المخاطر مع متعاطين ومتعاطيات المخدرات. شكرا حسنه. الوغ باش نبداو الموضوع ديالنا، دونك الموضوع ديالنا كيدوي على الهشاشه اللي كيعانيو منها النساء الاكثر عرضه للاصابه فيروس فقدان المناعه. كنقصدوا بالهشاشه انواع مختلفه منها، حيت كاينه الهشاشه البيولوجيه اللي كتخلي النساء 2 المرات حتى 4 المرات اكثر عرضه للاصابه بهذا الفيروس، خاصه اذا كانوا كيعانيو من تعفنات منقوله جنسيا. كاين هناك هشاشه اجتماعيه واقتصاديه، بزاف ديال هاد النساء كيعاني واللي عندهم بلوتو مستوى دراسي ناقص مقارنه بالرجال، حتى الفرص العمل كتكون قليله وضئيله، وهناك غياب لما يصطلح عليه التربيه الجنسيه، وبالتالي هاد النساء ما تيكونوش عارفين بزاف الحوايج، كيجهلوا بزاف الحوايج حول الفياش، حول طرق الانتقال والوقايه. ايضا هاد النساء كيتعرضوا لانواع العنف مختلفه، العنف اللفظي، العنف الجسدي، العنف الجنسي. هادشي كله تيقوي الهشاشه ديال هاد النساء وكيعزز الاتكال ديالهم والاعتماد ديالهم على الراجل، وبالتالي هاد السيده كتفقد الاستقلاليه ديالها وكتفقد التحكم في الحمايه والوقايه من الفيروس ديال السيده ومن امراض اخرى. حسنا، بحكم العمل ديالك في الميدان تقدري تكلمي لنا اكثر على اوجه هذه الهشاشه وكيفاش كتحد من ولوج النساء الوقايه والعلاج؟ في الحقيقة شكرا، تحت لي فرصة نهضر على هاد النساء هادو، وحنا خصنا نهضروا على النساء جميعا، لأن ماشي كاملين واعيين، ماشي غير متعاطيات ولا مني حاملين الفيروس. فعلا حنايا في الجمعية ديالنا كنخدموا مع هاد النساء هادو، ومؤخرا عملت واحد بحث على النساء وخرجنا منه الطلبات ديالهم والهشاشه اللي كيعيشوا فيها والاسباب اللي جعلتهم يخرجوا. والاسباب الكبيره اللي كاينه هما كاملين بهم، كاملين كيمارسوا الجنس، واخا كيكونوا كيمارسوا السرقه، كيمارسوا التسول، كيمارسوا، لكن دائما كيرجعوا للجنس، لان من طريقه ممارسه الجنس هما كيقدروا ينقلوا الفيروس. كاينه الهشاشه عند هاد الناس هادو في جميع المواضع. ما عندهمش سكن قار، ما كاينش العمل، ما عندهمش مثلا. هما اذا كانوا نساء طبعا ناسهم كيجريو عليهم الزنقه لانهم كيتعاطاو وعاد حاملين الفيروس. خصنا، انا ما كرهتش نخرجوا بتوصيات ولا خصنا نقولوش اني غادي يكون باش نحميو هاد الناس هادو. انا ديريكت غنخرج من التوصيات، لان ضروري خص يكون واحد التشبيك والتعاون مع بين المؤسسات والجمعيات على دمج النساء حاملين الفيروس مستعملين المخدرات في المجتمع. خص يكون واحد ادماج البعد الوقائي في البرامج والسياسات باش نقدروا حنايا نقولوا، باش نهضروا على هاد الناس هادو. بالنسبه لي انا عيت ما نحضر في المؤتمرات، عيت ما نحضر في هذيك الشيء، ما جيبي بوط بشويه، ما ماشيش في. فعلا الجمعيه محاربه السيده خدامه ماشيه مزيانه، ولكن ما كاينش الكماليات. كاين مثلا كنعمل لهم التحاليل، كنعمل لهم، ولكن هو نقص التوفير السكن،
محاربة الوصم الاجتماعي، خص يكون واحد توفير مراكز الإيواء خاصة بالنساء، لأن حنايا ملي هنايا مخلطين الرجال والنساء غير في مركز العلاج فاشل. علاش فاشل العلاج، لأن زادت فوضى كبيرة، ما كاينش السرية، ما كاينش الخصوصية ديال المرأة. حنايا في واحد المجتمع ذكوري، الولد واخا يكون كيعمل أي حاجة بالحق البنت لا. بالنسبة لي أنا كنشوف زعما في الحقيقة خص يكون واحد الإبداع د الوسائل الجديدة، إدماج الإعلام في وسائل التواصل الاجتماعي، الإذاعات، يكون واحد الإعلام، لأن ماشي كلشي كيعرف يقرا، ديك الكتيبيات الصغارين ماشي كافيين، خص يكون برامج في التلفازة، يكونوا في المواقع التواصل الاجتماعي. زعما أنا كنشوف هاد الناس هادو كيعيشوا في الهشاشة بزاف، لأن أغلبية ديالهم كينعسوا في الزنقة، أغلبية ديالهم عندهم الأطفال، ما كرهناش ولا يكون التكفل حتى بديك الأطفال متعايشين مع الفيروس ولا أو لا، يكون واحد التدخل. Abandonner aussi, pourquoi pas. Il faut avoir une intervention de plusieurs parties prenantes et non pas sur. يجروا عليهم الزنقة. زعما بالنسبة لي أنا هذه 10 سنين، وأنا أكثر من 10 سنين وأنا في الميدان، ويوميا كنتلاقاو حالات، يوميا كنتلاقاو حالات، يوميا كنجبروا مشاكل د العلاج. مثلا كاين دابا جا العلاج د سيدان تطوان، ولكن دائما كيقولوا لهم حنايا غادي نسبخوا هادو الناس الجدادين، نتوما في طنجة كيجبروا الصعوبات في الوصم من عند الأطباء، من عند الممرضين، وكيجبروا الصعوبة في الولوج العلاج. بعد خصنا هاد النساء اللي هما متعاطيات وحاملين الفيروس، خصهم يكون واحد خص يكون واحد العلاج. بعد أول حاجة هما ما يتسناوش، ما يكونش لائحة الانتظار ديريكت، هما يدخلوا يتعالجوا. للأسف حياة تطوان كنفقدوا هاد سي ام بي د الميثادون، ما فيه حتى شي واحد، ما كاين لا طبيب، ما كاين لا مساعد اجتماعي، ما كاين حتى واحد، كاين هي السيكوريتيس كيدوروا. زعما يا خساره العلاج فاشل في تطوان. حسنا الا سمحتي لي غير باش ناكدوا على هذه القضيه. دونك انت كتهضري على العلاج الميثادون ياك؟ كدوي على علاج الميثادون، قلتي على ان شحال هذه كانوا النساء كانوا كيولجوا الميثادون بلا لائحه انتظار في تطوان ياك؟ نعم. دابا ولات كاينه لائحه انتظار. ما كاين لائحه الانتظار، ما كاينش اللي غادي يستقبلهم. كاين هي سيكوريتيس، واخا غادي تكون اخرى غتسهل العلاج، ما كاينش معامله سيئه جدا، وما كاينش حسن الكلام، كيوصموهم سيكوريتي كيقول بعض الكلام من زعما فاضح شومه، ودائما هما كيخرجوا معصبين، كيدخلوا معصبين، والبنات ماشي هما بحال الرجال، البنات كيكون مرهفه الاحساس، ولو تكون كما كانت كتبقى انثى، كتبقى زعما ما كرهناش في تطوان لو وجميع الانحاء العالم لو هاد المراه تاخذ واحد الاهتمام زعما. داكوغ وي حنا دونك حنا دويتي لنا على المراه المتعاطيه والمراه المستعمله للمخدرات عبر الحقن. عندها كي قلتي صعوبات كثر كونها مرأة، لأن هي مرأة، زائد أنها مثلا كتستعمل المخدرات عبر الحقن، وعاد إلى تزادت على أنها حاملة الفيروس ديال السيدا. دونك بالطبع هذا الشيء حنا إلا بغينا نكونوا فعالين في الاستجابة ديالنا ونوصلوا للأهداف المسطرة للقضاء على وباء الفياش، غير خصنا ناخذوا هذا الشيء بعين الاعتبار. يعني ما غاديش نقدروا نهضروا على برامج كي قلتي برامج وطنيه اللي ما غاديش يكون فيها واخدين هذا الشيء بعين الاعتبار. الخصوصيه
ديال النساء بالضبط، والنساء اللي هما كينتميو لهاد المجموعات، هاد الفئات الاكثر عرضه، بحال الشكل ديال الفئه ديال النساء اللي كتستعمل المخدرات عبر الحقن. نقدروا نقولوا ان هذا المشكل راه كاين عند النساء اللي كينتميو للفئات كاملين، فئات الاكثر عرضه. كي قلتي دويتي على العاملات الجنس، دابا هاد البنات اللي كيستعملوا المخدرات بزاف منهم كيضطروا يديروا العمل الجنس كاملين كيضطروا، وكاينين بنات اخرين اللي كيديروا العمل الجنس وحتى هما عندهم هاد النوع د المشاكل اللي دويتي عليهم. وعاد هنايا واحد الظاهره، هو دابا رجع الكليان كيطلب الرجل والمراه كيمارس معاهم بجوج بيهم، راجل اللي عنده علاقه، راجل اللي هو انثوي وبنت. دابا هنايا الظاهره خطوان كيدي بنت اول وكيمارس معاهم في نفس الوقت، وعاد في هذه الخطوره هذه كيطلب منهم ما يعملش بريزرفاتيف. فوالا هادشي اللي قلنا. دونك ما كيبقاش الواحد يتحكم في الوقايه ديالته وفي الحمايه ديالو. داكوغ، هادشي اللي عاودتي لنا حسنا. دونك هنا كيبان ان خاصنا نحاربوا مازال الجهل، خاصنا نحسوا نديروا نكثروا من التحسيس. خاص البنات يولجوا للمدرسه باش يكونوا واعيات اكثر ويكونوا يقدروا يحميوا راسهم اكثر. خاص يكون هذه الانشطه التحسيسيه ماشي غير لفائده النساء فقط، من فائده المجتمع. انت دويتي لنا على الوصم والتمييز اللي كيعانيوا منه هاد البنات، من هاد مثلا من سيكوريتي ولا من المجتمع باكمله. دويتي على انهم كاين الرفض ديال هاد البنات، تيرفضوهم في العائلات ديالهم. خاصنا حنا بيان سور نفكروا في ابتكارات وفي ملائمه ديال الوسائل ديال التحسيس باش تكون مناسبه لهاد النساء. قلتي على انهم ما كيقدروش يستعملوا هذوك الكتيبات الصغار، بزاف منهم ما تيكونوش قاريين. الا حنا بغينا نوصلوا لهم التحسيس خاصنا نوصلوا لهم الطريقه اللي مناسبهم، اللي غادي يقدروا يشوفوا منها الوسائل الوقايه ويستافدوا منها، ونوصلوا لهم المعلومه بطريقه صحيحه. خاصنا ايضا نوفروا وسائل الوقايه اللي كتخلي هذه المراه تحكم في الوقايه ديالها. البريزرفاتيف يعني الواقي الذكري كي قلتي هو مثلا ما كيخليوهاش ما كيبغوش يستعملوه بعض المرات. فوالا ما تيبغوش يستعملوه بعض المرات. اذا خاص يكون وسيله وقايه اخرى اللي تقدر تخليها تحكم، بحال مثلا الشكل ديال لا بريب اللي هي كتقدر تاخذها بطريقه ماشي مضطره ان الناس الزبناء ديالها يعرفوها انها كتستعمل لا بريب. خاص انشطه كدير تقدير الذات، لان هاد البنات كيف ما قلتي عندهم مشكل ديال تقدير الذات، ياك عندهم مشكل كبير ديال تقدير الذات. ما كيهمهمش شحال عندهم الفلوس باش يمشيو يشريو الجرعه. فوالا ما كتبقاش الصحه عندهم اولويه، ياك ما كنبقاش. خصنا ما كرهناش الطرق التوعيه الناس باش كيفاش يتقبلوهم، كما كيتقبلوا الدراري وكيدخلوهم للدار وكيفتشوا عليهم. لاننا كنعرف بزاف د الدراري مصابين بالصيدا وناسهم كيعترفوا بهم وكيعاونوهم وكيمشوا معاهم، ولكن النساء اللي ما تقدرش تقول انا مصابه. عدم مساواه. قليل اللي كيعملوا التحليله مثلا وتجي عندك كتشكي لك حتى كيوقع لها مشكل في الدواء ولا في الولوج. مثلا كانوا كيمشيو لطنجه حتى كيوقع على شي مشكل كبير اللي هي كتوقف وكتقول صافي هذه الجمعيه د محاربه السيده هي اللي غتقدر باش كترجع عندك عاد كتعرفها هي مصابه. لان التحليله طبعا كتبقى سريه. حنا عندنا التحليله في سيدك موبيل وفي لاماليت وهذه سريه. داكوغ. وكنظن ان على حسب هادشي اللي عاودتي لنا حسنا خاص يكونوا حتى ورشات تحسيسيه للمجتمع كامل، وخاصه خاص يكونوا عقوبات جذريه باش هادوك الناس اللي كيديروا الوصم والتمييز في مثلا في اماكن العلاج ولا عند البوليس ولا اي بلاصه اللي كتمشي ليها السيده باش تقرا ولا باش تخدم، هاد الناس اللي كيديروا هاد الوصم والتمييز واللي كيوصلوا بعض المرات للعنف الا ما كانوش عقوبات جذريه دونك هادشي غيكمل وغيبقى. يعني خاص هناك البوليس هما اول ناس اللي كيوصلوا البنت اللي في الشارع. مجرد ما كيشوفها اول حاجه كيقول لك بعد من هذيك راه فيها الصيده، هو راه ما عمل لها تحاليل ما والو. مجرد ما كيعرفها متعاطيه
ليلي انا في الاول دابا انا بديت كنحاول دائما كنوعي البوليس على كنحاول نوصل لهم الفكره. الحمد لله بداو ولكن كيجيو ناس اخرين ما عارفينش، مجرد ما كيتشوف البنت واقفه في الشارع يقول لك اش كدير مع هذيك راه فيها الصيده بعدي منها. فوالا اذا الوصف المتميز كاين في جميع الاصعده ومن طرف المجتمع كامل، وخاصه كي قلنا اذا كانت مراه. ودونك هذا الشيء كله باش نقدروا نختموا الحوار ديالنا، لان مازال كاينين تقديمات اخرى. كنظن ان المهم في هذا الشيء كامل اللي قلنا هو انه الى بغينا نصاغبوا برامج وطنيه اللي تكون فعاله، غيخصنا يكونوا ناس من هذه الفئات يحضروا ويفكروا ويشاركوا في التخطيط ديال هذه البرامج، لان ما كاينش اللي غادي يعرف المشاكل اللي كتعانيه منها المراه، وخاصه المراه اللي كتنتمي لهذه الفئات اكثر من هاد النساء بالضبط. يعني كنظن ان هذا هو الميساج اللي خاصو يخرج في هذه القضيه، ان خاص الناس اللي كيديروا هذه البرامج ياخذوا، ماشي غير ياخذوا بعين الاعتبار هذا الشيء اللي قلنا، مي خاصهم يدخلوا هاد الناس يشاركوهم في التكوين ديال هذه البرامج وفي تفكير البرامج الوطنيه. حنايا كل ما وعينا المجتمع وخلينا يتقبل هاد الناس هادو، غادي يكون الناس اللي متعايشين غادي نقدروا نحتكروا الوباء. وي نقدروا نحبسوه. داكور. Merci شكرا beaucoup. شكرا حسنة. وي غيتا تفضلي. Merci beaucoup Hesna et Amal pour cette intervention qui nous a donné une idée un peu de comment est-ce qu'il y a vraiment une convergence des vulnérabilités chez les femmes face au VIH, et la nécessité en fait aussi de mettre en place un plan et une réponse qui soit adaptée aux besoins spécifiques aux femmes. Pour aller dans ce sens-là, on a Dr Khinsa Mehdaoui qui est là pour parler, en fait, de présenter les résultats de l'évaluation genre. On a beaucoup de chance au Maroc d'avoir un ministère de la Santé qui s'est emparé de ces questions. C'est la deuxième évaluation genre du plan national de lutte contre le sida qui a lieu. Maintenant, je vais laisser la parole à Dr Khinsa Mehdaoui pour présenter un peu les principaux résultats et les principales recommandations de cette évaluation. Merci beaucoup, Rissa, pour ton introduction. À mon tour aussi, je souhaite bienvenue à toutes les participantes et participants. Comme vous l'avez dit si bien, Rissa, le ministère de la Santé, avec l'appui du Conseil national des droits de l'homme, avec l'appui de tous les partenaires ONU-SIDA, le Fonds mondial et bien sûr l'appui incontournable de toutes les ONG qui travaillent dans la lutte contre le VIH, nous avons mené ensemble en 2019-2020 cette évaluation genre de la riposte nationale au VIH. Et avec nous aussi, nous avons les deux consultants qui ont mené cette évaluation avec le programme. C'est M. Mjdoul, ici présent, que je salue, et Mme Archana Patkar, que je salue aussi. Alors, cette évaluation genre, on passe, Rita, s'il te plaît. La diapo suivante. Tu peux passer? Oui, voilà. Alors, merci Rita. Donc, le plan de cette évaluation, nous allons voir d'abord le contexte de notre évaluation, les objectifs, la méthodologie qui a été suivie à travers les 4 phases de l'évaluation, les principaux résultats, les principales recommandations et bien sûr une petite conclusion synthétique. Donc, comme nous le savons tous, il existe une étroite relation entre les inégalités de genre et la persistance de l'épidémie du VIH. Alors, ces inégalités, elles contribuent à la propagation du VIH-Sida et réduisent la capacité des femmes et des filles à faire face à l'épidémie. Nous avons en 2018, le Maroc se classait le 118e au rang sur 162 pays
concernant l'indice d'inégalité de genre. Cet indice qui concerne 3 dimensions que sont la santé reproductive des femmes et particulièrement la mortalité maternelle qui reste élevée au niveau national, l'autonomisation des femmes, notamment la parité parlementaire et aussi l'accès au marché de travail. Donc, il s'agit donc de la deuxième évaluation après celle qui a été faite en 2014. Et cette évaluation, elle est venue à l'occasion de la revue à mi-parcours du plan national stratégique de lutte contre le sida. Donc, les objectifs de cette évaluation étaient d'établir un état des lieux sur les droits des femmes et l'égalité des sexes, ainsi que les mesures liées au genre qui sont prises dans le cadre de la riposte nationale au VIH, d'identifier, analyser les défis, les opportunités pour assurer l'équité des genres au niveau national dans le cadre toujours de la riposte au VIH, d'identifier le type d'intervention qui permettrait d'investir, de faire un investissement stratégique afin de renforcer l'intégration du genre dans la riposte nationale au VIH et bien sûr d'aider à renforcer la question d'égalité entre les genres dans la riposte nationale. Donc, la méthodologie suivie, c'était l'utilisation de l'outil d'évaluation basé sur le genre pour les ripostes nationales au VIH, le GATT, le Global Assessment Tool. Donc, cet outil-là, il est destiné à aider les pays à évaluer l'épidémie de VIH, le contexte de la riposte, les perspectives sexospécifiques, à rendre la riposte au VIH transformatrice et équitable, fondée sur les droits, et de ce fait, elle devrait être plus efficace. Donc, les approches, c'est une approche systématique de la collecte des données est nécessaire pour la planification et la budgétisation éclairée par les données factuelles pour les ripostes. Et les principales caractéristiques de cet outil GATT, c'est de combiner aussi bien l'analyse sexospécifique et l'évaluation des lacunes dans les politiques et les programmes, permettre un alignement et une harmonisation, par exemple selon les directives OMS, mais aussi ONU-SIDA et autres, et puis permettre l'adaptabilité et la flexibilité. C'est un outil qui est adaptable, flexible, et aussi il combine des sources de données et des types de mesures pour pouvoir trianguler l'ensemble des données. Et puis, bien sûr, il y a la partie incontournable, c'est la partie qualitative qui, à travers l'enregistrement d'expériences, les opinions, les attitudes et les sentiments des personnes concernées. Donc, cet outil GATT, c'est une approche, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 4 phases pour développer une riposte VIH qui tient compte de l'approche genre. Donc, il y a la première phase, c'est la préparation de l'évaluation basée sur le genre afin de garantir un engagement au plus haut niveau. D'ailleurs, pour mettre en œuvre cette évaluation genre, il y a eu un engagement au niveau du ministère de la Santé et aussi l'engagement de tous les partenaires pour faciliter et mettre en œuvre réellement cette évaluation genre. Bien sûr, la deuxième étape, c'est la connaissance de l'épidémie du VIH et son contexte national. À cet effet, au niveau national, bien sûr, on s'est basé sur les données épidémiologiques nationales, mais aussi tout ce qui est déterminant de contexte, notamment les normes de genre, les facteurs sociaux, culturels, géographiques, économiques, etc. Et bien sûr, ça nous a permis d'arriver à la troisième phase, de connaître la riposte nationale en matière d'égalité entre les genres dans la politique nationale sectorielle, et aussi voir tout ce qui est investissement qui se fait dans le cadre de la riposte, les composantes clés d'étudier et examiner de près tout ce qui est prévention, traitement, soins, etc. Et bien sûr, se focaliser sur la population cible et vulnérable, les femmes, les filles, les populations clés qui sont cibles du programme national de la riposte au VIH. Et bien sûr, la quatrième phase a consisté, avec l'appui de nos 2 consultants
et avec l'appui de tous les partenaires, une analyse et de l'ensemble des résultats afin de pouvoir avoir des données factuelles. La suivante, s'il te plaît, Rita. Alors, rapidement, je vais partager avec vous de manière assez succincte les principaux résultats que nous avons obtenus ensemble dans cette évaluation. Donc, la riposte nationale au VIH a permis de réduire les nouvelles infections et les décès liés au VIH. Le ministère de la Santé et de la Protection sociale, avec l'ensemble de tous les partenaires qui sont impliqués, ont réussi à fournir des services aussi bien de prévention, de dépistage, de traitement, de soins concernant les populations clés, à savoir les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, les professionnels de sexe, les usagers de drogue, en dépit du fait que les lois ils criminalisent cette population cible du programme. Et puis le rôle des organisations non gouvernementales est très important dans la riposte et le financement de celles-ci par le Fonds mondial et l'appui aussi de l'ONU-SIDA ont permis de veiller à ce que les services essentiels arrivent à cette population clé qui est souvent, bien sûr, comme l'a dit tout à l'heure Amal, stigmatisée et vulnérable face au jugement de la société. Donc, les parties prenantes impliquées dans la riposte nationale au VIH comptent parmi elles des partenaires ayant une haute connaissance technique et politique en matière de genre et de droits humains. Donc, il y a une connaissance très importante et il y a une disparité entre le degré et le niveau de connaissance de tout ce qui est approche genre, de tout ce qui est mise en œuvre de cette approche genre dans la riposte. Et donc, il y a une différence, par exemple, entre professionnels de santé et personnes travaillant dans les ONG. Donc, c'est cette disparité de connaissances qui a été vraiment révélée lors de cette évaluation genre. La suivante, s'il te plaît, Rita. C'est en cours, en fait, c'est juste que ça prend un peu de temps. Voilà. Merci. Alors, bien sûr, une riposte sensible au genre est souvent comprise comme étant une réponse qui surtout cible des activités pour les femmes. Et puis, c'est une vision qui est réductionniste puisqu'elle ne met pas l'accent sur le rôle des hommes et des différentes entités de genre. Autre chose, le ciblage des populations clés, c'est vrai qu'il a connu un succès important, mais il y a une réticence au niveau national à reconnaître cette transformation rapide des valeurs au niveau de la société marocaine. Et je pense que tout à l'heure, M. Mjdoul pourra nous en parler aussi en tant que sociologue. Donc, merci Rita. Donc, il existe, concernant le financement, il existe très peu d'informations concernant le budget consacré de manière spécifique à l'aspect genre. Ça veut dire que les activités, elles se font de manière globale et la budgétisation, elle se fait de manière globale, mais on a du mal et c'était aussi le résultat qui est assez frappant et les consultants ont pu aussi voir, c'est-à-dire trouver qu'il y a une difficulté de faire la part des choses entre ce qui est spécifique aux actions genre et ce qui est spécifique à la riposte nationale de manière globale. Donc, en conséquence, bien que des interventions genre soient mises en œuvre, des outils permettant de mesurer cet impact et de tirer les leçons concernant la budgétisation spécifique au genre, ils font encore défaut et donc il y a nécessité bien sûr de travailler encore plus ce volet-là. Et là, il y a
à titre de partage et d'information, les dépenses par source de financement en 2016 et 2017. Alors, le financement de la riposte nationale, donc il se fait principalement par les fonds du ministère de la Santé, mais aussi donc c'est les fonds publics que nous voyons en bleu et à hauteur de 57%. Et puis, il y a la participation, bien sûr, des fonds internationaux, principalement le Fonds mondial qui appuie tout ce qui est riposte nationale. Et bien sûr, il y a d'autres fonds privés de l'ordre de 5%. Concernant les dépenses de lutte contre le sida pour toujours la période 2016-2017, par domaine. Donc, et là, tout ce qui est la plupart du financement ou de la dépense va vers la prévention à hauteur de 46%, les soins et les traitements 32%. Et je voudrais aussi attirer l'attention sur une dépense qui est un petit peu minime, c'est celle de la protection sociale et des services sociaux qui sont très importants pour aller vers les populations et appuyer les populations vulnérables. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la formation en matière de genre et droits humains, même si quand elle est assurée, c'est sûr qu'elle ne garantit pas le changement de la mentalité des personnes qui ont reçu cette formation. Et donc, parmi ces résultats de cette évaluation, c'est d'accompagner encore ces personnes formées et selon un soutien, un mentorat, et aussi faire des mises à jour de cette formation de manière assez régulière. D'autre part, de fortes recommandations sur l'éducation sexuelle complète ont été retenues chez les populations, notamment les populations concernées, et qui n'en bénéficient pas de la manière qui devrait être. Et donc, il faut répondre efficacement aux besoins, surtout par exemple des jeunes, de façon assez importante, parce que c'est une urgence, et de préserver aussi leur santé, parce que c'est des personnes qui sont en devenir. Donc, les principales recommandations, c'est de mettre en œuvre une stratégie transformatrice sur le genre. Donc, c'est sûr que la mise en œuvre d'une stratégie transformatrice en parallèle avec le plan national 2023 et même au-delà, bien sûr, devrait se baser sur une approche holistique et puis inclusive qui inclut toutes les personnes concernées sans laisser personne pour compte et qui sera bien sûr basée sur les droits humains avec une perspective d'intersectorialité, une redéfinition des concepts, notamment de masculinité et de féminité, et bien sûr, se baser sur l'approche équité et la non-discrimination. Parmi aussi les recommandations importantes de cette évaluation, c'est de renforcer les synergies de la riposte, les synergies entre tous les partenaires qui travaillent dans la riposte au VIH au niveau national. Donc, travailler et aussi en intra-ministère, par exemple, travailler de façon transversale et intégrer la riposte en l'intégrant aussi avec les autres programmes du ministère de la Santé. Et l'exemple a été donné dans cette évaluation d'intégrer la riposte au VIH avec la lutte contre le cancer, notamment le cancer du col, puisque nous savons tous que les cancers du col, ils sont dus bien sûr à l'HPV, ce virus-là qui est transmis lors des infections sexuellement transmissibles. Donc, les deux programmes, ils se rejoignent et devraient être travaillés en concertation. Renforcer aussi la mise en place de 3 mesures suivantes relativement au cancer du col, notamment vacciner donc les petites filles de 10 à 15 ans pour faire de la prévention, assurer un dépistage systématique du cancer du col chez toutes les femmes, bien sûr, qui rentrent dans la tranche d'âge, mais qui peuvent être elles-mêmes PV-VIH, renforcer la collaboration entre les différents programmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, nationaux sur les cancers aussi, au moyen de mécanismes conjoints de planification
et de recherche-action et bien sûr de suivi et d'évaluation. Aussi, une recommandation qui est bien sûr très importante, c'est de renforcer les capacités en matière de genre, de droits humains et des compétences psychosociales. Donc, les prestataires, il faut les former, former ces prestataires de services en matière de genre, de droits humains, d'inclusion des personnes vulnérables, de savoir-être, de non-discrimination aussi aux moyens de formation en milieu de travail. Donc, ces formations et aux évaluations de la performance, au développement des professionnels et la promotion des prestataires pour qu'ils soient motivés pour adhérer et mettre en œuvre cet acquis en matière de formation. Veillez à ce que, bien sûr, le CV de formation des étudiants en médecine et le curricula en médecine et en pharmacie met l'accent et intègre la compréhension des inégalités de genre, les violations de droits humains et leur impact sur la santé et le bien-être. Aussi rendre obligatoire des formations sur mesure en matière de genre et droit pour tous les décideurs et les cadres supérieurs, notamment du ministère de la Santé et de la Protection sociale, sensibiliser les prestataires de services aussi aux droits humains, aux liens étroits entre les violations de ces droits humains et l'accès aux services et aux prestations dont ils ont droit, et veiller à ce que toute personne qui offre les services psychosociaux soit aussi adéquatement et bien formée pour répondre aux besoins des populations qui sont vulnérables. Donc, développer, utiliser les connaissances. Donc, il y a beaucoup d'études qui ont été faites dans ce sens, notamment, par exemple, le Stigma Index 1.0, la deuxième qui est en cours maintenant. Et aussi, il y a beaucoup, par exemple, de documents, notamment la première évaluation genre, la deuxième évaluation genre. Donc, une des recommandations essentielles, c'est de synthétiser les conclusions, les recommandations des diverses études, des recherches qui ont été faites et utiliser ces données factuelles pour améliorer et pour renforcer aussi bien l'approche genre dans les prestations, mais aussi l'accès aux droits des personnes. Alors, les besoins spécifiques des personnes handicapées en matière de santé et de droits sexuels et reproductifs doivent être aussi c'est-à-dire explorés. Il faut mener des études aussi exploratoires sur les sujets qui n'ont pas été encore abordés, les connaissances aussi, les attitudes et pratiques en matière de santé sexuelle des hommes et des femmes ménopausées aussi, mais aussi continuer la conduite d'enquêtes de surveillance biocomportementale qui ont déjà bien sûr commencé, mais il faut encore continuer et les faire de manière assez régulière pour avoir des données factuelles et bien sûr publier des bonnes pratiques en matière de genre et de droit dans la riposte nationale au VIH pour les partager avec l'ensemble des partenaires et aussi pour renforcer cette approche genre dans les pratiques quotidiennes de tous les intervenants en matière de riposte au VIH. Donc, je pense que c'est la dernière et donc mettre en œuvre des réformes législatives et réglementaires, donc renforcer les lois qui interdisent la discrimination, veiller à ce qu'elles soient interprétées et appliquées de manière à interdire toutes sortes de discriminations à l'égard des populations concernées, plaider aussi pour l'abrogation des sanctions pénales imposées aux adultes relatives aux libertés individuelles, mais aussi veiller à ce que les usagers de drogue soient considérés comme des individus ayant des droits et des droits d'obtenir les soins dont ils ont besoin, assurer l'accès des mineurs à des services d'éducation sexuelle et reproductive complète, y compris les services de dépistage, en tenant compte bien sûr de leurs spécificités. Et bien sûr, en conclusion, la riposte nationale au VIH-Sida peut être considérée comme une expérience réussie par l'ensemble des partenaires, que ce soit le programme, que ce soit le Conseil national des droits de l'homme, que ce soit toutes les ONG qui sont vraiment impliquées, mais aussi l'appui international, notamment l'ONU-SIDA, le Fonds mondial,
et l'adhésion de tous les partenaires donc nationaux et internationaux et en prenant en compte bien sûr cette approche genre dans leur démarche. Et puis le renforcement de la synergie. Il y a beaucoup de travail qui se fait chez chacun des partenaires, mais on devrait renforcer la synergie entre les différents acteurs de cette riposte en matière de genre pour pouvoir atteindre les populations vulnérables, les populations cachées et renforcer l'efficacité, bien sûr, de notre riposte nationale contre le VIH-Sida à tous. Merci. Alors, merci beaucoup, Dr Mehdaoui, pour avoir... déjà, je voulais vraiment vous remercier. Je voulais remercier également Hasna Boujlil qui, en dépit de... Je pense que vous êtes toutes les deux dans un... Aujourd'hui, vous avez des problèmes familiaux. Vous avez quand même pris le temps de vous mobiliser pour venir témoigner encore une fois de votre engagement et à quel point, en fait, cette question-là est très importante. Vous avez parlé de synergie. Je pense que l'exercice d'aujourd'hui se place totalement dans cette logique de synergie entre institutions, société civile, communauté, pour faire en sorte que toutes ces recommandations et toutes ces bonnes pratiques sur lesquelles je pense on est tous à peu près d'accord soient mises en place. Là, j'aimerais passer la parole à un duo qu'on n'a pas l'habitude de voir beaucoup. Donc, c'est le Dr Bouchaïb Majdoul et Archana Patkar, qui sont tous les deux les consultants qui ont fait cette évaluation de genre. Je vais leur passer la parole pour une dizaine de minutes pour qu'ils nous parlent en fait du processus de l'évaluation de genre et surtout des principales surprises qu'ils ont rencontrées en fait en mettant en place tout ce travail, et on est très content de les avoir avec nous. Je vous passe la parole. Après vous, Majdoul. Non, après toi, comment? Ça se fait pas quand même. Allez-y, allez-y. Après toi, Archana, après toi. Ok, très bien, merci beaucoup. Et Madame Kansa, c'est un vrai plaisir de vous entendre. Et merci pour cette présentation très compréhensive. Et je voudrais d'abord, à propos des surprises, d'abord remercier tous les collaborateurs, pour commencer Majdoul, avec qui, vraiment, on a travaillé et eu beaucoup de débats assez vifs sur les questions de genre pendant plusieurs mois. Mais très important d'abord pour souligner l'appui et l'accueil et la collaboration reçue par le ministère de la Santé. C'était vraiment très impressionnant. Et je dois dire, j'ai beaucoup aimé travailler dans le bureau du ministère, y compris le week-end. Il faut souligner ça parce que la question de genre est toujours assez sensible avec des implications assez politiques et dans n'importe quel secteur. Mais nous n'avons eu qu'une forte collaboration et aussi souligner surtout en fait le temps et la participation des différents partenaires de développement et surtout la société civile. Et alors, pour passer un peu aux surprises, peut-être pour commencer, Madame El Khansab, vous avez vraiment présenté d'une façon très compréhensive, mais je voudrais souligner d'abord que, et ce n'est pas vraiment une surprise, ça se passe dans plusieurs pays, dans la plupart des pays, que le concept et l'interprétation de genre dans la riposte au Maroc est surtout binaire. Et alors, ce qui se passe à cause de ça, c'est que toutes les interventions, la conceptualisation, les parties prenantes dont on vise sont des femmes. Et cela évite vraiment des parties prenantes très importantes et ne met pas assez de l'accent sur le rôle des hommes, les différentes identités de genre, surtout les lesbiennes, gays, transgenres, intersexes, etc. Et laisse à côté aussi la question des préférences et pratiques sexuelles.
et l'intersectionnalité entre ces différentes catégories. Et je crois que c'était madame, je ne me rappelle plus le nom, mais merci d'avoir souligné en fait les femmes usagers de drogue par exemple, mais on peut avoir aussi transgenres, femmes usagers de drogue, travailleurs de sexe, etc., etc. Donc cette intersectionnalité doit être vraiment soulignée pour pouvoir viser d'une façon beaucoup plus nuancée la question de risque. Deuxièmement, pour souligner une chose très importante, vraiment pas une surprise seulement au Maroc, mais là, je sais que Majdoul va pouvoir vraiment parler d'une façon beaucoup plus intellectuelle sur cette question des populations émergentes. Donc, nous avons cette catégorisation des populations clés. Mais ces définitions, ces catégories doivent évoluer avec le temps et les normes sociaux qui évoluent, surtout pour les jeunes. Et nous avons assisté à un débat très, très intéressant sur l'avortement pendant une de nos visites à Casablanca, je crois. Non, je ne me rappelle plus où c'était parce que c'était tellement chargé comme visite, mais c'était à Casablanca. Casablanca. Et nous avons vu le décalage apparent et très, très grand. C'est un fossé même entre les normes sociaux acceptées, dont par les comportements acceptés par la société au Maroc, et les comportements et les croyances des jeunes. Il y a deux mondes complètement différents, peut-être plusieurs. Et c'est la même chose dans tous les pays, hein, y compris le mien. Donc, ça, c'est important aux questions, pour la question de risque, la prévention, mais aussi la façon de dessiner et de concevoir les packages d'éducation compréhensive sexuelle qui doivent vraiment prendre compte de cette sexualité et la conception de sexualité qui évolue. Troisième chose, c'est cette question et Madame Kansa, merci encore pour vraiment la façon détaillée de présenter les recommandations. Oui, cette question de formation. Si vous avez $100 au lieu de 500 millions ou 1 million, s'il vous plaît, vraiment, il faut viser les décideurs, pas seulement les prestataires de santé à tous les niveaux, mais vraiment les décideurs d'abord pour pouvoir aborder ces questions un peu délicates, non binaires, d'une sexualité qui évolue, etc., pour avoir un appui aux autres et arriver au comportement dont on a besoin dans les prestataires de santé. Et je vais souligner seulement 2 points à propos de la nouvelle stratégie globale sur le VIH. Ça nous donne vraiment des opportunités incroyables, très ambitieuses. Nous avons vu que Maroc, le partenariat avec la société civile est vraiment très, très réussi. J'étais tellement impressionnée par ce partenariat entre les... et surtout, il faut aussi remercier l'appui du Fonds mondial parce que sans cela, ça serait peut-être pas possible d'avoir ce dialogue continu entre tous les partenaires, ce qui est très, très important. Et j'espère que quelqu'un va aussi parler d'un budget beaucoup plus, un budget qui se pérennise à propos de tout ça, parce que ça doit passer des projets à une pérennisation de fonds pour que ce dialogue continue dans un sens évolué. Alors, la stratégie mondiale, la nouvelle stratégie globale sur le VIH
nous donne deux choses très, très importantes, deux packages de cibles nouveaux. Le premier, c'est les societal enablers, je ne sais pas comment traduire en français, les cibles 10-10-10 sur la discrimination et la stigmatisation, dont nous devons travailler sur ces cibles pour y arriver à une façon progressive. Et ce ne sont pas les cibles directement liées au VIH. Donc, il faudra vraiment travailler sur l'éducation, les opportunités économiques et tous les facteurs environnementaux qui réduisent le risque et aussi donnent la stabilité et la protection aux jeunes et aux autres. Et le deuxième, et pour terminer, je trouve que les cibles 30%, 60%, 80%, pour passer pas seulement à la participation et la voix des populations les plus affectées par le VIH, mais à la prise des décisions, le leadership par ces populations pour que la riposte soit menée par les jeunes femmes, les jeunes dans toute leur diversité, par les gens handicapés, par les gens vivant avec le VIH, et pas seulement pour qu'on ait des dialogues, les consultations, non. Vraiment, dans 5 ans et dans 10 ans, si on veut, il faut passer à 100%. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Archana, d'avoir partagé avec beaucoup d'enthousiasme cette expérience et surtout d'avoir respecté le temps en partie. Donc je vais passer la parole, je vais laisser Bouchaï prendre la suite et pour donner un ancrage, et j'espère que l'assistance a été sensible à cet appel. D'accord, merci Rita. Je dois d'abord remercier Dr Medaoui de nous avoir fait l'économie de revenir sur plusieurs points dans le rapport. Et je dois le remercier encore une fois pour la collaboration. Une collaboration qui peut paraître à nos jours allant de soi, mais vous le savez que les collaborations entre les sciences de la santé, les sciences du vivant d'une manière générale, les sciences sociales et humaines sont souvent soldées avec des échecs. Ils trouvent énormément de difficultés. Pour une simple raison, parce qu'il y a une différence, je dirais, ontologique et épistémologique entre les deux disciplines, ça veut dire les disciplines qui relèvent des sciences du vivant et les disciplines qui relèvent des sciences sociales et des sciences humaines. Vous savez que les sciences du vivant sont beaucoup plus positivistes, c'est-à-dire ils cherchent toujours une seule réalité, alors que nous, dans les sciences humaines, les sciences sociales, nous sommes dans l'interprétation, c'est-à-dire devant une réalité multiple. Dans nos travaux, il faut beaucoup plus de temps. On n'a pas vraiment des réponses précises, contrairement aux sciences du vivant qui cherchent toujours des questions, des réponses à des questions précises, des réponses précises à des questions précises. Mais bon, avec l'évolution de temps, je suis content pour ça. On commence à prendre part de ces enjeux de la santé publique, nous les chercheurs en sciences sociales, pour collaborer avec les sciences de santé, afin de répondre à des mots qui sont réels, pratiques, et nous sommes en quelque sorte adaptés à cette demande avec le temps. Bon, je vais pas trop tarder parce qu'il y a énormément de choses évoquées dans la présentation de Dr Medaoui, mais je vais revenir sur 2 ou 3 points essentiels. Le premier concerne le genre, l'approche genre, le concept. Et on voit très bien que déjà dans cet atelier, l'omniprésence des femmes, c'est comme si le genre, la question de genre est toujours l'apanage exclusif des femmes. Alors, la question du genre concerne tout le monde, parce que le concept, c'est un concept qui est dynamique, qui englobe une palette un peu très vaste de différences basées
pas uniquement sur le sexe, mais basé sur le sexe, la classe, la race, l'âge, la situation de handicap, et ainsi de suite. Donc, énormément de paramètres qui entrent en jeu pour expliquer ce concept de genre. Et partant de là, parce que les gens utilisent le genre dans son premier niveau d'impréhension, c'est-à-dire le genre, ce n'est pas uniquement un outil d'analyse, ce n'est pas uniquement une approche. À mon sens, le genre, c'est une ontologie, c'est-à-dire il relève de nos croyances. Soit tu y crois, soit tu ne crois pas. Donc, sur le plan intellectuel, académique, tu peux te retrouver avec des personnes qui utilisent le genre dans leur discours, mais dans la vie de tous les jours, on voit autre chose que, c'est-à-dire, il ne relève pas vraiment de son mode de vie. Parce que lorsqu'on veut utiliser vraiment le genre dans notre mode de vie, c'est-à-dire, c'est le respect total de toute différence, soit cette différence soit sexuelle, soit raciale, soit culturelle, relève de l'âge, relève de la classe, et ainsi de suite. Donc, c'est dans cette appréhension qu'on doit voir le genre et le concept de genre. Et je reviens sur la question des renforcements des capacités parce que je dois mettre beaucoup plus, je dois le souligner gras. C'est-à-dire il faut renforcer la formation surtout chez les professionnels de santé. Si on se retrouve avec une minorité de professionnels de santé qui sont plus ou moins avertis, qui connaissent très bien les enjeux, cela, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle le milieu, là, on trouve beaucoup plus de stigmatisation et de discrimination, ce sont les milieux de soins. C'est clair. Donc, il faut appuyer la formation, surtout dans les facultés de médecine et pharmacie, mais aussi dans les ISPITS, les institutions de formation des infirmiers et des infirmières. Je pense que les institutions inférieures, parce que je travaille avec eux dans les facultés de médecine et les SPITS. Dans les SPITS, il y a des modules de formation sur le genre, la violence basée de genre. Dans la fac de médecine, il n'y en a pas. Lorsque j'ai parlé à monsieur le doyen, il m'a dit que c'est une question qui de l'ordre national, donc il faut revoir le descriptif, sachant que les années de formation de médecine vont être réduites à 6 ans. Donc, je ne sais pas comment ils vont encore renforcer des modules de formation plus que les modules fondamentaux. Donc, j'insiste là-dessus sur la formation de base, mais aussi la formation continue des gens sur le terrain. Je dois souligner d'abord, Rita, j'ai dépassé le temps. On arrive, il reste une petite minute, docteur. D'accord. Je voulais juste souligner et remercier Archana parce que déjà, travailler ensemble, donc on a une optique genrée un petit peu. Un homme avec une femme, donc on a deux visions un peu différentes. Pas uniquement ça, mais on a deux visions différentes parce qu'il a un regard extérieur, parce qu'il a vécu dans une autre culture, une autre société. Moi, je suis dedans. Donc, on a cette collaboration a été très, très féconde parce qu'on avait vraiment parfois des discussions très vite, comme disait Archana, mais c'était très productif parce qu'on essayait de conjuguer un peu un regard de femme et extérieur, un regard d'un homme et de l'intérieur. Donc, c'est la richesse de ce travail vient essentiellement là. Juste un point qui m'inquiète beaucoup plus, c'est l'usage du concept. L'usage du concept, vous le savez que le concept, ce n'est pas uniquement un dispositif de connaissance, mais c'est aussi un dispositif de pouvoir. C'est-à-dire lorsqu'on nomme, on agit sur la réalité. Et l'utilisation de cette population clé, population à comportement à risque, à mon sens, a des objectifs à mon sens, qui essaient à circonscrire le mal dans une population et les discriminer par rapport à une autre. C'est comme si on essaie à créer une hiérarchie sociale dans la société. Voilà une société qui est loin du risque et voilà une population risquée dont on doit prendre les égards dans le travail avec cette population. Et c'est de là que vient la discrimination et la stigmatisation, à mon sens. Donc, on doit, comme disait Archana, avoir cet esprit ouvert et voir les concepts dans
cet aspect dynamique pour qu'il englobe la réalité qui, pour moi, une professionnelle de sexe avertie, qui connaissent très bien les rouages de la question, il est beaucoup plus à l'abri qu'une simple étudiante qui ne connaisse rien et qui peut attraper le virus lors de son premier contact sexuel. Donc, il faut voir un peu la réalité avec ces nuances. Désolé si je... Oui, non, mais en fait, c'était très intéressant, notamment à la fois, c'est toute la réflexion que vous avez menée parallèlement autour de la question de la non-binarité, de sortir de ce clivage de genre homme-femme. Après, effectivement, là, en l'occurrence, on est dans une assemblée très féminine, mais en fait, il faut savoir aussi que les femmes aussi, pour le moment, sont les principales, enfin, n'ont pas le même statut que les hommes, et donc, effectivement, c'est à elles aussi de prendre la parole sur ces questions-là et donner une perspective qui n'est pas visible dans d'autres champs de l'espace public. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Merci beaucoup pour cette perspective croisée. Puis, j'espère, c'est la première fois, je pense, qu'on vous reçoit dans un événement de la LCS. J'espère vraiment qu'on aura l'occasion de discuter avec vous à d'autres reprises. Donc là, pour le moment, il y a parmi une des idées qui est ressortie dans toutes les interventions, c'est vraiment l'implication des communautés et leur empowerment et leur autonomisation dans ces questions-là. On a avec nous Ali Amimi de la plateforme régionale du Fonds mondial, alors qu'on remercie énormément parce que c'est grâce à eux qu'on a l'interprétariat aujourd'hui. Normalement, on aurait peut-être dû demander un appui technique en renforcement de capacité avant de commencer, donc on s'excuse pour tout ce retard. On va essayer d'aller assez rapidement pour vous libérer le plus rapidement possible. Donc, je vais passer la parole très rapidement à Alia qui va parler en fait très, très rapidement des mécanismes que la plateforme offre aux communautaires pour qu'ils et elles puissent se mobiliser et avoir un appui technique dans leur mise pour les réseaux, etc. Donc, Alia, je te laisse la parole. Et merci beaucoup d'avoir patienté. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup, Rita. Tout d'abord, j'aimerais remercier aussi la LCS et Women for Global Fund d'avoir impliqué la plateforme MENA dans ce webinaire et dans toutes les discussions concernant cette évaluation genre au Maroc. Donc, comme tu as dit, Rita, aujourd'hui, je vais parler de l'appui de la plateforme aux organisations communautaires et aux organisations civiles de femmes dans toute leur diversité. Donc, en tant que plateforme régionale du Fonds mondial, un de nos objectifs, c'est de renforcer, comme tu as dit, l'engagement des communautés dans les processus du Fonds mondial, et ce, à travers l'initiative stratégique Communauté, droit et genre, puisque, en fait, le Fonds mondial encourage toutes les démarches équitables et fondées sur les droits en faveur de la santé en tant que principes fondamentaux, et reconnaît aussi que certains groupes des populations clés, tels que les femmes et les filles, et en particulier les femmes issues des populations clés touchées, nécessitent une attention assez particulière. Donc, en fait, le Fonds mondial soutient de nombreuses démarches pour atteindre l'égalité, notamment à travers le renforcement des systèmes communautaires pour soutenir et mobiliser la demande communautaire, et toutes les interventions qui visent à en fait résoudre les facteurs de risque socioculturels et comportementaux, y compris les normes de genre néfastes. Donc, pour s'assurer en fait que la société civile et les communautés participent activement aux procédures du Fonds mondial, le conseil d'administration du Fonds mondial approuve l'initiative stratégique et à travers elle le programme d'assistance technique qui est aujourd'hui mise en œuvre de janvier 2021 à décembre 2023 et auxquelles sont éligibles toutes les structures de société civile et aussi des réseaux et organisations de femmes. Donc, cette assistance technique peut être sollicitée tout au long du cycle et elle porte sur des questions liées au VIH, au système résistant et pérenne pour la santé. Et elles doivent être axées sur les droits de l'homme, les questions de genre, la riposte communautaire et le renforcement des systèmes communautaires. Donc, dans ce cadre-là, par exemple, la plateforme MENA a appuyé le réseau Nawara pour une étude sur l'implication des femmes dans les CCM, dans la région MENA, y compris le Maroc.
Donc, cette étude vise à montrer que en fait, les femmes doivent être plus impliquées dans les programmes de lutte contre le sida, en particulier au CCM, pour une meilleure réponse au VIH et pour répondre aux objectifs de développement. Les femmes vulnérables et issues des populations clés devraient avoir un rôle significatif et ceci va engager en fait les engager à s'impliquer, à développer et aussi à partager des recommandations fiables et qui correspondent réellement à leurs besoins et à leurs priorités. Et parmi ces questions, on retrouve la violence basée sur le genre, l'accès aux médicaments, l'accès aux traitements, soins et l'accès au droit à la santé sexuelle et reproductive. Donc, toutes ces questions nous donnent une indication en fait sur la nécessité de mener un vrai plaidoyer pour promouvoir les intérêts de ces populations clés, y compris la reprogrammation et la programmation relative au VIH, qui doit être appuyée en fait par des institutions internationales comme le Fonds mondial, l'ONU-SIDA, ONU Femmes et Women for Global Fund. Donc, pour finir, je dirais juste que en fait, la plateforme va continuer à appuyer cette approche genre et va accorder une plus grande attention à cela lors du nouveau modèle de financement, le NMF4, puisque ce nouveau modèle de financement va déterminer la manière dont les subventions du Fonds mondial seront investies dans chaque pays et va créer en fait un certain nombre d'occasions et de points d'entrée pour l'égalité de genre et la participation des femmes dans toute leur diversité dans ces demandes de financement. Voilà, merci. Merci beaucoup, Alia. On va passer à la deuxième partie du webinaire qui va être extrêmement rapide. D'abord, merci beaucoup pour votre patience et d'avoir de déborder avec nous et de consacrer un peu plus de temps que prévu à ce moment d'échange. On va passer aux réactions par rapport à ces présentations. Donc, du coup, on va donner la parole d'abord à Madame Kalima Al-Khoudali, qui est la représentante des femmes les plus exposées au risque de contracter le VIH auprès du CCM. On a beaucoup parlé du CCM, donc on va passer la parole à Kalima pour qu'elle parle un peu de ses recommandations et de comment les renforcer, les mises en œuvre et quel rôle aura lieu. Ensuite, la parole ira à Madame Sakina Steyr du réseau Mena Rosa, du réseau Nawara et également qui est médiatrice thérapeutique à l'ALCS pour donner un peu le point de vue des femmes vivant avec le VIH. Fouzia كريمة الخودالي عضو المغرب السيدة والسل. Anirem Sali Karima. Ensuite, je donne juste l'ordre de passage. Donc, ensuite, on aura Fouzia Abouzitoun qui va parler au nom de la société civile communautaire. Et enfin, pour conclure, on aura les interventions, un peu les réactions de Maria Ammar du CNDH et de Dr Khensa Mehdaoui là-dessus. Et effectivement, s'il nous reste un peu de temps, on pourra discuter des différentes réactions qu'il y a sur le chat. Merci. Kalima Tfoudli. شكرا غيتا. كنعتذر لحقاش عندي مشكل ديال الريزو، داكشي علاش كنسمع الهضره بروطار. شكرا وصباح الخير للجميع. معكم كريمه الخريط. كيف ما كنعرف مكافحه فيروس نقص المناعه البشري في المغرب لعبت دورا حيويا ومحوريا في خفض نسبه الاصابات ونسبه الوفيات في صفوف الساكنه العامه، وكذلك وبشكل أخص في صفوف فئة عاملة الجنس الأكثر عرضة للإصابة بهذا الداء. ولم تكن المقاربة القائمة على النوع الاجتماعي بعيدة عن هذه الاستراتيجية، فقد كان لهذه المقاربة دور أساسي في جعل المرأة ومنها عاملة الجنس في صلب الاستراتيجية، إلا أن فئة ديال عاملة الجنس تتعرض لانتهاكات مرتبطة بالنوع الاجتماعي، لأن كل التقييمات أظهرت عوزا في المعارف المتعلقة بالوباء والسياق الذي يتحرك فيه لدى الفئة باعتبارها تعاني من التمييز والإقصاء ضمن سياق ذكوري بنتية. This has revealed marginalization
دناش On ne comprend pas une stratégie qui est exhaustive et globale. والتهميش وتراعي التعدد والتنوع. وكما كنعرفوا جميع أن اللامساواة والعنف المبني على النوع الاجتماعي لعاملات الجنس يحول دون ولوجهن الخدمات، التعليم والموارد الاقتصادية، وكل ذلك يجعل منهن فئة أكثر هشاشة وعرضة للإصابة بالأمراض، وعلى رأس هذا السيدة والتعفنات المنقولة جنسيا، إضافة إلى أن الهشاشة السوسيو اقتصادية لعاملات الجنس تجعلهن في حالة تبعية اقتصادية لشركائهن، مما يحول دون قدرتهن على التفاوض باستعمال وسائل الوقاية من السيدة. وكل هذه العوامل تساهم في تفاقم الوضع وانتشار الفياش. التوصيات اللي عندنا بصفتي أنا ممثلة ديال عاملات الجنس هو أنه الإقرار بوجود هذه الفئة بغض النظر عن الاعتراف بها كمهنة، ولكن كفئة تتعاني الهشاشة وتتعرض للوصم والتمييز، وكذلك مشاكل اقتصادية واجتماعية ونفسية كبيرة. احنا كنشوفوا من الأجدر توفير حماية قانونية ودعم شامل لحمايتهن قبل الإصابة بالفياش والالتهابات الكبدية B و C. وكنشوفوا to this category. التصدي الإصابة بالفياش والالتهابات. On peut dire qu'il faut ce qu'on appelle avoir une approche ante et post-protection, c'est-à-dire protéger la femme avant et après. ونفسي واقتصادي لهاد العاملات الجنس قبل ما يتعرضوا للفياش. والتوصية الأخيرة هي تفعيل بنود حقوق الإنسان لدى النساء، وذلك بخلق شراكات مع مؤسسات العمل لدفع بعجلة الوقاية المركبة لدى النساء في وضعية صعبة وللمساهمة في التنمية الذاتية. وشكرا. Merci beaucoup, Kalima, pour ce mot court, efficace et très pertinent. Je passe la parole très rapidement, là encore, à Sakina Steyer pour parler du point de vue des femmes vivant avec le VIH. Toutes les Sakina. شكرا غيتا. مرحبا بالجميع. معكم ساكنة شطير، ممثلة شبكة مينا روزا وشبكة نوارة، كذلك وسيطة اجتماعية بجمعية محاربة السيدة. كما نعلم أن مقاربة النوع الاجتماعي هي مقاربة تتغير حسب الزمان والمكان وحسب الإطار الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والسياسي. هذا يؤثر على حياة النساء والفتيات ويجعل عدم المساواة بين الجنسين نظاما قائما. لذا فالحقوق والصحة الجنسية والإنجابية بالغة الأهمية لتمكين النساء بمختلف تنوعهن والمتعايشات مع فيروس نقص المناعة البشري لتعزيز المساواة بين الجنسين ليصلن إلى حقوقهن ويحصلن على الخدمات الصحية أيضا. ومن المقومات الأساسية للمساواة بين الجنسين أن يتمكن من ممارسة حقوقهن الجنسية ويتخذن قرارات حرة بشأن حياتهن وتوجهاتهن الجنسية بدون عنف أو إكراه أو تمييز، وكذلك التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والوصول إلى مراكز القرار والقدرة على التفاوض، وكذا تعزيز وتوعية المتعايشات مع فيروس نقص المناعة البشري بالصلة بين العنف القائم على النوع الاجتماعي وفيروس نقص المناعة البشري. بالنسبة للتوصيات كمتعايشة وكممثلة أو كفئات مجتمعاتية، إشراك النساء الأكثر عرضة للإصابة والمتعايشات مع فيروس نقص المناعة البشري في مراكز القرار، تخصيص تمويلات خاصة بخلايا للتتبع متكونة من الفئات المجتمعاتية من أجل رصد وتتبع التوصيات المتخذة، تحديد مؤشرات خاصة لتتبع التوصيات ورصد ميزانية خاصة. وأخيراً أتمنى أن تؤخذ هذه التوصيات بعين الاعتبار وتفعيلها على أرض الواقع، وشكراً. Merci beaucoup, Sakina. Encore, décidément, les femmes des communautés sont aussi brillantes que synthétiques. J'aimerais beaucoup qu'on passe la parole à une autre femme brillante, qui est Fouzia Bouzichoun, qui va parler au nom de Jmeiyat Hisnouna. Et en fait, plus généralement, au nom de toute la société civile communautaire, on est très honorés qu'elle soit là avec nous.
شكرا جزيلا غيتا، شكرا للحاضرات والحضور الكريم على جميع المساهمات القيمة. اسمي فوزية بوزيتون، مديرة جمعية حسنون لمساندة متعاطي المخدرات. وحتى لا أحتكر الكلمة، علاقة بالموضوع، أدرجت مجموعة من التوصيات الرئيسية التي خرجت بها دراسة أو تقييم النوع الاجتماعي للاستجابة الوطنية لفيروس نقص المناعة البشرية. بالنسبة لي أعتبر أن أهمها هو الإشارة إلى ضرورة اعتماد منهج حقوق الإنسان أو فلسفة حقوق الإنسان. هناك نقطة أساسية كذلك هي زعزعة المفاهيم السائدة حول مفهومي الذكورة والأنوثة أو التمثلات الاجتماعية لكل من المرأة والرجل. بناء القدرات بخصوص النوع، حقوق الإنسان والمهارات النفسية والاجتماعية، تطوير المعرفة الحقوقية وتنفيذ الإصلاحات التشريعية والتنظيمية. هذه كانت أهم الخلاصات. جيد. عندما نتحدث عن مقاربة النوع الاجتماعي في مجال فيروس نقص المناعة البشري، فنحن نستحضر بطبيعة الحال مجموعة من الفئات الأكثر عرضة، خاصة منهن مستخدمات المخدرات، متعايشات مع الفيروس، ممتهنات الجنس، العابرات جنسيا إلى آخره. لا يمكننا الحديث عن وضعية هؤلاء النساء علاقة بفيروس نقص المناعة البشري لأنهن جزء لا يتجزأ من وضعية المرأة بصفة عامة، رغم أنهن يعتبرن مهمشات وسط المهمشين، مرفوضات أكثر من غيرهن نعم، ولكنهن لا يمكن عزلهن عن وضعية المرأة بصفة عامة. وعليه لا يمكننا كذلك الحديث عن مقاربة النوع الاجتماعي والمساواة في مجال الوقاية من فيروس السيدا بدون الحديث على مشكل المساواة في بلداننا. أتحدث ليس فقط في المغرب وإنما كذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. للأسف نحن لازلنا نعيش في مجتمعات تسود فيها القوانين التشريعية التي تتناقض في كثير من الأحيان مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في كل ما يتعلق بالمرأة والأسرة بشكل عام، رغم جميع التطورات التي حصلت في قوانين الأسرة في هذه البلدان. هذه القوانين لا يمكن أن نقول عنها أنها تنسجم مع فلسفة حقوق الإنسان، خاصة اتفاقية السيدا والتي ترمي للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء. طبعا كذلك يجب أن لا ننسى حتى نكون إيجابيين وفاعلين، يجب أن لا ننسى كفاعلين اجتماعيين وفاعلات أن في بلداننا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الفكر الديني هو المسيطر، وأركز على كلمة الفكر الديني ولا أتحدث عن الدين. في ظلها سيادة هذه القوانين التشريعية لا يمكننا أن نحقق المساواة الكاملة كما نتوخاها جميعا دون اعتماد قوانين وضعية مرجعيتها الأساسية حقوق الإنسان. طبعا هذه القوانين المبنية على الفكر الديني تخضع كذلك للعرف للأعراف فقط، تساهم في تغذية التمثلات الثقافية السلبية يصعب علينا تجاوزها جميعا، يعكسها الإعلام، تعكسها الثقافة الشعبية عبر الأمثال الشعبية، عبر النكت، عبر الأغاني، والتي نحن أيضا نتسامح معها بشكل كبير ونتبناها أحيانا دون وعي منا، ونسوقها في حياتنا اليومية وفي عملنا اليومي مع هذه الفئات كذلك. في ظل هذا السياق والذي يجب أن نتوقف عنده في حديثنا عن المساواة والقضاء على التمييز والقضاء على السيدة وعلى تأنيث السيدة كذلك، يجب أن لا ننسى أننا في مجتمعات لا زال فيها ذكر العائلة يرفض أن تذهب زوجته وأخته وابنته إلى الطبيب، والقوانين تسانده في ذلك، القوانين تسمح له بذلك شئنا أم أبينا. وعليه أعتقد أنه من أجل تحقيق التوصيات التي تظهر واضحة ومهمة يجب أن لا نبقى راهينين
بهذه القوانين، ويجب أن نضع خطة للتتبع تمكننا من رصد الخلل في التطبيق. يجب أن تتوفر لدينا مؤشرات لقياس ما مدى إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في برامج الوقاية والتكفل والمصاحبة، على أن تكون لدينا مؤشرات على المستوى الكيفي وليس فقط على المستوى الكمي. لا يمكن أن نضمن تطبيق مقاربة النوع الاجتماعي دون توفير ميزانية مخصصة نتفق عليها جميعا بإشراك الفئات المعنية، ويجب أن نحرص على إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في الميزانية مكافحة السيدة بنسبة تمكن من القيام بما يكفي من الأنشطة ذات العلاقة لتعزيز التدخلات الرامية إلى تمكين النساء ومساعدتهن على التحكم بمصيرهن. كذلك يجب أن نعمل على ضمان أنشطة خاصة برفع القدرات الذاتية للنساء، تعزيز الثقة بالنفس وفي القدرات الذاتية، لأن أحيانا تكون القيود مرتبطة بالنساء أكثر من غيرهن. مقاربة النوع الاجتماعي يجب أن تكون ضمن التكوين الأساسي لكل العاملين والعاملات ومنفذي ومنفذات البرامج في جميع المؤسسات التي تشتغل حول فيروس نقص المناعة. فأحيانا غياب ثقافة المساواة والعقلية الذكورية عند العاملات والعاملين تكون سببا في ضمان غياب الخدمة ونقصها. علينا كذلك أن نضع جميعا نظارات النوع الاجتماعي حتى ننتبه إلى كل أشكال التمييز الذي نمارسها في حياتنا اليومية مع الفئات كفاعلين أساسيين. علينا أن نحارب العقلية الذكورية فينا وبيننا، لأن مقاربة النوع الاجتماعي ليست تخصصا نسائيا، كما أن العقلية الذكورية ليست ولا تقتصر على الرجال فقط، وإنما كذلك هي موجودة عند النساء. ويبقى طبعا الترافع في هذا المستوى ضرورة أساسية من أجل تغيير القوانين المتعلقة بالنساء، لأنه بدون تحقيق المساواة في القوانين عموما يصعب علينا أن نحققها على أرض الواقع. طبيعة الأحيان علينا أن نعمل أكثر على زعزعة التماثلات الاجتماعية السلبية التي تتغذى من هذه القوانين ومن هذه الأعراف. الموضوع مهم والإحاطة به يحتاج إلى تناوله من زوايا متعددة من أجل أن يكون التناول موضوعي. نتمنى أن لا نتوقف عند هذا التقييم وأن نستمر في العمل جميعا على رصد الخروقات الحقوقية في حق النساء، والاستمرار كذلك في العمل على مواجهتها من أجل بناء مجتمع مدني حقيقي يتبنى المساواة. وشكرا. Merci beaucoup, Fouzia. Effectivement, il y a ce besoin de budgéter le genre en impliquant l'ensemble des communautés à tous les niveaux. Il y a ce besoin de revoir les concepts qu'on utilise pour traiter le genre, et je ne vais pas mobiliser et reprendre à quel point cette intervention est brillante, parce que je pense que dans le chat, il y a un public qui l'exprime déjà très fortement, et on va passer la parole à quelqu'un qui est extrêmement patient, qui est là avec nous depuis le début, Maria Ammar du CNDH, qui va nous parler en fait un peu des recommandations et comment est-ce que toutes ces recommandations qui émanent des communautés peuvent intégrer également la stratégie de lutte contre le VIH. Et ensuite, on verra si on a un peu de temps pour ceux qui veulent rester, discuter un peu. Maria Ammar? Oui, Rita, merci beaucoup. Merci beaucoup de la patience, vraiment, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci, c'était franchement une discussion très fructueuse. D'ailleurs, je tiens à remercier la LCS d'avoir initié et organisé ce webinaire sur l'évaluation genre. En fait, cette étude qui a été menée au préalable dès 2019 par le ministère de la Santé et de la Protection sociale en collaboration avec le CNDH, l'ONU-SIDA et l'appui incontournable du Fonds mondial et d'autres partenaires stratégiques, notamment la société civile. Donc, moi, je vais essayer d'être très synthétique dans c'est-à-dire la façon de comment pouvoir implémenter, comme vous l'avez dit dans les différentes réactions, comment implémenter ces recommandations, comment est-ce qu'elles sont fortes pour qu'elles puissent répondre aux besoins de ces catégories de populations vulnérables. La première des choses, c'est
Premièrement, c'est de faire la promotion de cette étude d'évaluation genre de la riposte au VIH au Maroc à travers sa publication en premier lieu, parce que je pense qu'elle n'a pas encore été publiée de façon officielle. Donc, je pense que le temps est venu, en tant que recommandation, vraiment de faire la promotion de cette étude qui est riche en connaissances, riche en données factuelles, non seulement factuelles, mais de données probantes sur la vulnérabilité que subissent les différentes populations clés. Donc, publier et diffuser cette étude portant sur l'évaluation, mais aussi, comme l'a dit précédemment notre chère consultante, Madame Archana Patkar, et ça aussi, moi, j'y tiens beaucoup, c'est d'inviter les décideurs politiques, et pas uniquement, mais aussi les parlementaires, pour les sensibiliser à la question et pour plaider pour le changement des lois coercitives qui entravent l'accès de cette population vulnérable à leurs droits. Et en fait, nous, en tant qu'institution nationale indépendante qui est chargée de connaître de toutes les questions relatives à la défense et à la protection et à la promotion des droits humains, mais aussi à la préservation de la dignité, à travers, bien sûr, toutes nos prérogatives, nous publions bien sûr des recommandations à travers des rapports thématiques sur l'égalité, sur des thématiques très précises liées par exemple à toutes ces populations vulnérables. Au moment de publier un rapport, on essaie bien sûr d'inviter ces parlementaires et ces décideurs sur la table de négociation pour voir avec eux si ces recommandations qui ont été formulées dans le draft définitif d'une étude ou d'un rapport, si ces recommandations sont susceptibles d'être réalisables et d'être concrétisables, je veux dire, dans la pratique. Donc, il aurait été peut-être judicieux de le faire en amont, mais là, on est dans une phase d'output, donc on dirait par là, on peut aussi le faire, mais voir un peu, décortiquer ces différentes recommandations et voir si elles sont concrétisables sur le terrain. Bien sûr, il va falloir aussi renforcer les liens de collaboration avec des structures officielles, je veux dire, comme la Direction générale à la Sûreté nationale, le ministère public, afin de contourner ces lois coercitives dans l'attente du changement des cadres juridiques contraignants, mais aussi en termes de convergence de politique publique. Il faut voir ce qui se fait ailleurs auprès des différents départements gouvernementaux, notamment associer le ministère de la Solidarité et de l'insertion sociale et de la famille en vue de l'intégration du genre dans toutes les politiques sectorielles et territoriales, voir un peu ce qui a été fait, parce qu'il y a beaucoup de travail qui a été mené au Maroc, beaucoup d'avancées du point de vue juridique pour protéger les droits en général de tous les citoyens, y compris bien sûr les personnes vivant avec le VIH, mais cependant il existe un écart, comme l'a soulevé la revue de l'environnement législatif et réglementaire, il existe un écart important entre la loi et la pratique. Et donc, c'est dans ce sens où je recommande vivement en fait de faire l'articulation entre ce qui ressort de la revue de l'environnement législatif et réglementaire lié au VIH et bien sûr ce qui a été fait au niveau de cette étude. Faire l'articulation entre les deux études et sortir avec un plan d'action pour la mise en œuvre des recommandations de l'évaluation genre. Je pense qu'à travers une feuille de route qui décortique les différentes mesures applicables, on pourra au moins avancer dans ce sens-là. Donc, viser les décideurs pour pouvoir aborder ces questions délicates, pour avoir un appui et arriver à développer, bien sûr, et surtout bousculer les changements de mentalité, parce que tout tourne autour de changements de mentalité. Bien évidemment, les recommandations qui ressortent de cette étude basée sur l'évaluation genre sont très intéressantes et c'est dans ce sens-là où on pourra procéder à une synthétisation des recommandations et des données aussi factuelles dans les différentes études. Donc, c'est pour une meilleure appropriation des connaissances et pour un meilleur accès aux droits de ces personnes vulnérables. Autre élément important qui me tient aussi à cœur, c'est par rapport à un travail qui a été fait lors de la précédente stratégie nationale des droits humains et du VIH depuis 2013. Et on a eu aussi l'occasion d'en débattre au sein du comité de pilotage
dont je suis membre de mise en œuvre de la stratégie actuelle sur les droits humains et le VIH, c'est la note relative au dépistage des mineurs. Nous savons très bien que le cadre juridique n'est pas favorable à l'accès des adolescents et des adolescentes, parce qu'on parle de l'approche genre, et des jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans, mais surtout les mineurs. Il y a un obstacle d'ordre juridique, mais cette note, si on la redynamise autour d'un comité restreint, ce serait vraiment une opportunité pour atteindre vraiment les objectifs qui sont mentionnés dans la stratégie mondiale du VIH, parce que nous savons tous que cette tranche d'âge, elle est vraiment particulièrement à risque très élevé d'être infectée par le VIH. Et d'ailleurs, il y a un rapport de l'ONU-SIDA qui date de 2015, mais qui est toujours d'actualité, qui cite que cette tranche d'âge représente 20% des nouvelles infections à VIH chez les adultes. Donc, c'est pour dire l'importance et la pertinence vraiment de redynamiser le comité restreint en vue d'asseoir une note bien sûr sur le dépistage du VIH chez les adolescents mineurs au Maroc. Donc, je ne vais pas être aussi long que ça. Bien sûr, adopter une approche transversale dans l'ensemble des politiques sectorielles de lutte contre les violences et des stéréotypes à travers des campagnes de sensibilisation du public, surtout de formation des professionnels, non seulement de santé, mais aussi sur le plan éducatif, des partenaires socio-économiques, des professionnels des médias, les journalistes, parce qu'il faut vraiment bousculer les changements de mentalité, les forces de sécurité aussi. Donc, tout cet ensemble de structures étatiques et non étatiques, il faut vraiment les associer dans ce débat public qui permettra vraiment d'apporter des nouveautés et vraiment d'asseoir ces recommandations pour les concrétiser réellement. Merci en tout cas pour votre écoute et j'ai été ravie de participer avec vous, Rita, dans ce panel, mais surtout l'ALCS qui est notre partenaire incontournable dans les différentes actions de plaidoyer que nous menons conjointement avec la LCS et le CNDH, notamment la participation depuis plusieurs années dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie droits humains et VIH. Nous avons participé activement à différents ateliers de sensibilisation des juges, des procureurs, des officiers de la police judiciaire, des ONG de défense des droits humains, les avocats sur l'importance des lois en matière de riposte au VIH pour bien évidemment protéger le droit à la santé des populations clés en général et bien sûr selon l'approche basée sur le genre plus particulièrement. En tous les cas, merci et je suis toujours disposée à collaborer bien évidemment. Merci Rita. Merci beaucoup Maria pour ces recommandations. Merci beaucoup aussi pour l'appui que le CNDH offre aux organisations de la société civile. Alors, en fait, normalement, on avait également plusieurs autres interventions, mais bon, comme on a pris un peu de retard, malheureusement, Sophia El-Qaïdi d'ONU Femmes, Kamel Alami d'ONU SIDA et Dr Mehdaoui ont dû nous quitter. J'ai vu tout à l'heure, alors je ne sais pas si Mohamed Bentaoui est toujours ici. Mais je ne pense pas. Sinon, j'ai vu que Mohamed Datsi voulait intervenir. Donc, je vais peut-être laisser 1 minute, Mohamed Datsi, non négociable. Oui. Et ensuite, on va passer la parole à la flamboyante Amal Karouaoui pour un petit mot de clôture. Donc, pour vous le présenter, Mohamed Datsi est le représentant des personnes vivant avec le VIH au CCM. Et je vais gentiment te demander de faire preuve d'un tout petit peu de synthèse. Vraiment, c'est une synthèse dans 20 minutes. Dans Il y a 1 minute, si Mohamed. Bon, tout d'abord, je commence par remercier tous les orateurs qui ont déjà fait les présentations. Je crois que beaucoup de choses ont été faites pour le côté plaidoyer, surtout le volet le genre, mais on n'a pas suffisamment développé
et renforcer les capacités des femmes, surtout, je dis bien, surtout les femmes vulnérables, professionnels de sexe, femmes qui connaissent la vulnérabilité sociale, culturelle, économique et tout ça, pour qu'ils assurent eux-mêmes l'apport de cette cause. Et aussi, je réponds à Madame Alia, on veut bien que le CCM, juste pour information, le CCM contient 2/3 des femmes. Pour renforcer encore le CCM dans le genre, il faut taper sur la formation des leaders des populations clés pour qu'ils puissent suivre le niveau haut des débats qui se déroulent au CCM. Apparemment, je rejoins à Dr. Archana et Mme Ammar pour la mobilisation et l'implication des politiciens, mais comme j'ai tout déjà mentionné, qu'il faut bien préparer un pool de championnes qui peuvent assurer ce grand plaidoyer et pour, bien sûr, convaincre les politiciens d'adopter des sérieux changements pour changer les lois et plaider aussi pour mobiliser plus d'opinions et des leaders d'opinion pour changer les normes sociales. Merci beaucoup, Si Mohamed. Effectivement, c'est très intéressant. Alors, pour les championnes et les porte-paroles de la cause des femmes impliquées dans la lutte, il y a Women for Global Fund qui est notre partenaire co-organisateur de ce webinaire, qui a un programme de renforcement de capacité. Donc, si je vous mettrai en contact et puis je mettrai... Puis bon, il y a aussi l'appui technique offert par la plateforme. Et là, pour un petit mot de clôture, je vais passer la parole à quelqu'un qui a fait beaucoup de choses pour ce projet. On a parlé du rôle de la LCS, on a parlé du rôle des communautés, on a parlé du rôle de la plateforme, on a parlé du rôle de Hsnouna qui est très impliquée également dans tout le montage de ce projet. On a parlé de Women for Global Fund et on va maintenant parler de quelqu'un qui s'appelle Amal Karouaoui, qui va prendre la parole, qui est experte internationale et qui est également fondatrice du réseau de femmes Nouara de femmes vivant avec le VIH de la région MENA et qui va également faire un petit mot de synthèse des différents échanges et on vous enverra un peu une reprise de tous les points. Dans une boucle mail, vous pourrez également prendre contact les uns avec les autres parce qu'effectivement, j'ai vu qu'il y avait des amorces de conversation qui méritent d'être achevées. Merci beaucoup. Bonjour, merci Rita. Juste pour une petite correction, en fait, Nouara, elle regroupe toutes les femmes dans leur diversité, notamment les femmes vivant avec le VIH. Je vous salue pour ce webinaire que je trouve très, très intéressant. Cette évaluation, il était temps, comme l'a souligné Madame Ammar, il est temps d'en faire la promotion et de la partager, de la faire sortir au grand public pour notamment réfléchir sur une réponse au plus large au niveau national avec je dirais, et ça je reprends encore les mots des différents intervenants, avec une approche multisectorielle pour une meilleure réponse. Alors, d'abord, je voulais remercier Hasna par son courage et son dévouement avec des femmes usagées de drogue. Hasna qui a quand même, à travers son intervention, elle a pointé les éléments clés qui renforcent la vulnérabilité des femmes usagées de drogue. Hasna, elle a discuté et elle a parlé amplement des barrières structurelles liées
aux droits pour les femmes usagers de drogue accédant à des services. Elle lutte pour que ces femmes accèdent à des services de qualité et dans la dignité. Aussi, je souhaite saluer le ministère de la Santé à travers Dr Mahdawi qui a partagé avec nous l'évaluation genre au Maroc. Madame Mahdawi, elle a cité que la riposte nationale au VIH compte parmi elles des partenaires qui ont une connaissance approfondie en matière de l'approche genre et que le Maroc s'est armé de l'outil d'évaluation développé par l'ONU-SIDA et qui aide les pays à utiliser une optique genre pour évaluer les épidémies, les contextes et les réponses au VIH pour que les réponses au VIH soient transformatrices en termes de genre. D'ailleurs, Madame Mahdawi, parmi ses recommandations, je retiens sa considération par rapport à mettre une stratégie transformatrice sur le genre en parallèle avec le plan national 2023 et au-delà, sans laisser personne pour compte. Je tiens à remercier les deux consultants qui ont veillé à mettre en place un modèle très, je dirais qu'on peut être fier de le partager au niveau national et régional et international sur la question du genre et le VIH. Madame Sharkana, si je ne me trompe pas du nom encore une fois, a évoqué et elle a insisté sur l'intersectionnalité qu'elle devrait être soulignée pour définir les questions de risque, faire évoluer les perceptions et les paquets mis à disposition pour les jeunes. Par exemple, impliquer les politiques pour réduire les barrières structurelles liées aux droits et aux services de qualité. Elle a applaudi et souligné le rôle de la société civile marocaine qui s'est impliquée, s'est impliquée dans cette étude, à travers cette étude, et qui au niveau de la réflexion et de la planification, Madame la consultante, elle a souligné encore la nouvelle stratégie du Fonds mondial qui donne des opportunités, et, notamment au niveau de l'éducation, des opportunités économiques et prendre en considération les facteurs environnementaux pour réduire les barrières. Le leadership, selon Madame la consultante, des populations clés de la riposte doit être au centre de la réflexion. Voilà. On a aussi eu parmi nos intervenants Madame Alia Amimi, coordinatrice de la plateforme du Fonds mondial pour la région MENA. Alia a évoqué le rôle de la plateforme et les mécanismes mobilisés pour appuyer les communautaires à travers l'appui technique CRJ qui cible à soutenir les demandes communautaires pour une meilleure implication dans le processus du Fonds mondial. La plateforme du Fonds mondial a soutenu les femmes dans leur diversité à travers des ONG, communautaires et à travers aussi des réseaux nationaux ou régionaux. Je remercie Karima qui représente les travailleuses du sexe au CCM, qui a exposé les points clés qui renforcent la vulnérabilité de ce groupe et suggère des recommandations qui visent à mettre ces femmes dans le centre de la riposte. Sakina, merci à Sakina pour son courage, son dévouement. Sakina lève la voix des femmes vivantes avec le VIH à travers son travail et son implication dans plusieurs réseaux d'activistes. Elle a partagé avec nous des recommandations qui ciblent à faciliter un cheminement vers une génération d'égalité où le leadership des femmes n'est plus qu'une exception, mais la nouvelle norme. Fouzia Bouzitoun. On remercie Fouzia Bouzitoun pour son intervention. Bien sûr, Fouzia, qui a toujours l'habitude d'évoquer les choses, mais avec une sphère
avec une dimension plus socio-anthropologique. Elle a donné une image socio-anthropologique de la perception de la femme et ses vulnérabilités. Elle appelle pour une réflexion commune et planification par rapport à la question du genre, avec une implication des personnes concernées et que les ressources humaines et financières soient au rendez-vous pour atteindre les objectifs du millénaire par rapport à cette question. Madame Maria Amar du CNDH, merci pour votre intervention qui évoque bien sûr encore une fois cette question éminente de faire la promotion de l'étude et le partage au niveau national, inviter les décideurs politiques pour plaider par rapport à la question et négocier si les recommandations peuvent être réalisables et concrétisées sur le terrain. Renforcer les liens avec différentes parties prenantes pour avoir une idée claire sur ce qui est fait et ce qui n'est pas fait. Madame Amar, elle nous invite à faire une cartographie de terrain pour voir où est-ce qu'on en est. Et bien sûr, elle incite sur l'approche multisectorielle d'un point de vue stratégique. Quelque part, Madame Amar, vous appelez à comment dirais-je le mot, à rendre la facture moins élevée. Merci à vous. Mes amis, notre monde ne sera plus jamais le même, et surtout après la Covid-19. Et nous devons veiller à ce que notre monde soit meilleur. Les conditions de vie précaires des femmes au Maroc et dans la région MENA ne font aujourd'hui que s'aggraver. La violence sexiste envers les femmes augmente. L'égalité des genres devient un thème de plus en plus prioritaire pour les réseaux des femmes et leurs membres avant que ne survienne la crise du corona. Dans le contexte actuel, et bien sûr, il reste plus que jamais d'actualité. Alors, je dirais, l'égalité des genres n'est pas un idéal, mais, et d'ailleurs, Madame Hasna de Hasnouna, elle a bien insisté sur ça, mais une nécessité que nous, les femmes marocaines, nous sommes engagées à défendre et à promouvoir au profit de nos sociétés, nos décideurs, cette problématique. Donner aux femmes de toutes les générations la possibilité de faire entendre leur voix pour ouvrir la voie vers l'égalité des générations, où le leadership des femmes ne sera plus une exception. Aujourd'hui, et en présence de ce partenariat de grande qualité, on est plusieurs, on était 52 personnes, même plus aujourd'hui, avec des différentes parties prenantes, institutionnelles, sociétés civiles, réseaux. Nous faisons appel aux partenaires communautaires et institutionnels et au réseau des femmes de se lever et traiter cette problématique qui est très importante et qui est prioritaire pour le Maroc. Je vous remercie. Merci beaucoup, Amal. Merci beaucoup aux 37 survivants à ce retard. Merci beaucoup à Women for Global Fund de nous donner l'opportunité de travailler ensemble sur ces questions liées au genre. Merci à toutes les intervenantes communautaires et de la société civile, Fouzia, Sekina, Karima, Hasna, d'avoir pu montrer votre engagement et votre détermination à être les championnes aussi de cette question. Merci à Madi Ammar pour sa patience qui est restée jusqu'au bout. Merci à tous ceux et celles qui ont animé un débat très intéressant aussi dans les messages. Merci à Kamel Alami et Sophia Al-Qaidi, respectivement d'ONU SIDA et d'ONU Femmes, qui nous ont suivis, qui nous ont soutenus, mais qui n'ont pas pu rester jusqu'à la fin. Merci également à Boutaïna Omade, qui n'a pas pu se libérer aujourd'hui pour être là et qui nous soutient aussi de loin. Et vraiment, merci beaucoup à Arshana et à Abou Shaib de s'être libérés, de nous avoir donné cette vision inédite aussi par rapport au rapport. J'espère très sincèrement que ce rapport sera publié. J'espère très sincèrement que toutes ces recommandations seront prises en compte et mises en œuvre. J'espère très sincèrement que nos efforts pour œuvrer vers un monde où tous les hommes, toutes les femmes et toutes les personnes aussi qui ne se reconnaissent pas dans ces
dans ces catégories-là puissent vivre de manière sereine, soient acceptés, puissent accéder à des soins de santé adaptés à leurs besoins. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon vendredi et merci beaucoup. Voilà. Au revoir. Au revoir tout le monde et merci à vous tous. Et merci aux interprètes aussi pour leur patience. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci Alia, merci Sophie. Merci à tout le monde. شكرا للجميع.